Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque parole pèse comme un acte et chaque silence comme une frontière. Aujourd'hui, une voix familière du panafricanisme traverse la controverse plutôt que de la fuir. Franklin Nyamsi, philosophe camerounais engagé, s'exprime après un congrès tenu au Togo, un territoire qu'il a pourtant souvent critiqué, ravivant débats, soupçons et passions au sein de la diaspora africaine. Avant toute analyse, prenons le temps d'écouter l'extrait, de comprendre le sens exact de ces mots. Car au-delà du discours, ce sont des questions profondes de courage, de cohérence et de liberté intellectuelle sur le continent africain qui se dessinent. Que nul ne s'aventure à croire qu'il peut me dicter ma conduite, qu'il peut me dicter mes pas. Car mes pas, je les mûris, je les anticipe et je les assume. Je voudrais répondre à ceux qui pensaient que, parce qu'ils m'ont menacé de mort, ils ont dit qu'on allait m'empoisonner au Togo, que dès que j'allais mettre les pieds au Togo, j'allais m'évanouir, les fétiches m'attendaient. Wallah, je suis arrivé au Togo, je n'ai pas vu vos fétiches. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu l'ombre d'un caillou. Même un petit caillou n'a pas flotté dans l'air au Togo. Moi, je n'ai rencontré sur mon chemin que des Togolais émus, heureux, y compris des Togolais de l'opposition togolaise. Je tiens à vous dire que des membres de l'opposition togolaise étaient au Congrès. Beaucoup sont venus me voir pour me rappeler qu'ils souhaitaient que j'insiste sur la question des prisonniers politiques. Et je leur ai dit, c'est ce que je fais. Beaucoup de mes frères et sœurs de l'opposition togolaise sont venus à ma rencontre, à l'hôtel du 2 février où j'étais logé, pour me réitérer leur admiration face à mon courage. En disant, prof, on pensait que vous n'alliez pas parler de ça. Honnêtement, on vous demande pardon, parce que vous avez eu le courage d'en parler mieux que nous. Nous-mêmes, on ne peut pas en parler. Comme vous en parlez, vous êtes au moins protégé par le fait que vous êtes connu et que le Togo vous a invité. Les autorités togolaises ont intérêt à ce que ça se passe bien pour vous, puisque ce sont elles qui ont engagé leur honneur dans cette affaire. Alors, il y a des niais, il est assis en Allemagne, il est assis en Angleterre, il n'a même pas eu le courage de venir au Togo comme moi. Et il veut me dicter ce que j'ai à dire. C'est vous qui ordonnez mes déplacements. C'est juste incroyable. Et puis, ils me disent, ben, si tu viens au Togo, on va te tuer, on va te blesser, on va faire ceci, on va faire cela. Je suis venu au Togo, je n'ai vu aucun d'entre vous. Je n'ai vu que des Togolais reconnaissants, y compris des militants togolais de l'opposition, qui sont venus me voir, sont venus me saluer. Ils sont venus me saluer et me féliciter. Quand j'ai pris la parole à l'université de Lomé, le 10 décembre, la première chose que j'ai dite, c'est que je remercie les autorités togolaises de me permettre de m'exprimer ici, moi qui suis l'un des plus redoutables critiques du régime du Togo. C'est par là que j'ai commencé la conférence à l'université. Ce régime a eu le courage de permettre que quelqu'un qui le critique s'exprime sur son sol. Bon, allez dans les autres pays là. Je connais des panafricanistes qui vont au Cameroun tenir des conférences avec le soutien des autorités camerounaises. Je ne leur ai jamais fait de procès pour ça. Je connais des panafricanistes qui vont en République démocratique du Congo. Chez Tshisekedi, l'esclave de l'OTAN, qui est en train de partager son pays avec le Rwanda, l'Ouganda, l'Union européenne et les États-Unis. Ils s'en vont là-bas, ils se font même donner des grades par le pouvoir en place, qui n'est pas un pouvoir panafricaniste. Je n'ai jamais fait de procès là-dessus. Parce que les gens sont libres, les Africains sont libres d'aller partout en Afrique. Laissez les Africains aller partout en Afrique, en fonction de leurs possibilités. Il n'y a aucun pays africain qui soit interdit à un Africain si on est panafricaniste. On doit pouvoir aller partout. Et chaque fois que vous allez quelque part, vous vous exprimez en fonction de l'environnement, en fonction des circonstances. Non pas en fonction des aboiements, des jappements, des chacals, qui, quant à eux, n'ont pris aucun risque. Et qui sont assis tranquillement derrière leur machine actuellement, en train de formuler des critiques. Prends ton avion, va au Cameroun parler. Va en Côte d'Ivoire parler. Prends ton avion, va au Sénégal parler. Va en République démocratique du Congo parler. Tu aurais pu prendre ton avion, venir au Togo parler. Toi qui es assis et qui distribue les bons et les mauvais points. Qu'est-ce qui t'a empêché de venir au Togo? Le visa togolais là, ça se demande sur Internet. Donc, un intellectuel politique, c'est quelqu'un qui mène une critique raisonnable, une critique maîtrisée, une critique déterminée et courageuse, mais qui note les évolutions, qui note les changements, qui note les progrès. C'est ça un intellectuel politique. Il est des paroles qui ne cherchent pas l'ovation, mais la vérité. Il est des voix qui refusent le confort de la colère lointaine pour assumer la chaleur du réel. Les propos de Franklin Nyamsi s'inscrivent dans cette tradition rare de l'intellectuel africain qui ne parle pas seulement sur l'Afrique, mais depuis l'Afrique, avec les risques,
les contradictions et les responsabilités que cela implique. Dès les premières phrases, son discours tranche, nul ne peut lui dicter sa conduite, nul ne peut baliser ses pas à sa place. Cette affirmation n'est pas un cri d'orgueil, mais une revendication fondamentale de souveraineté intellectuelle, une exigence de liberté dans un espace panafricain trop souvent confisqué par les injonctions morales à distance. La mention s'élève ici comme une voix collective, presque ancestrale, rappelant que la sagesse africaine n'a jamais été celle de la fuite, mais celle de l'affrontement lucide avec le réel. Niamsi ne nie pas les dangers, il les traverse. Il ne nie pas les régimes autoritaires, il les critique là où ils s'exercent. Et c'est précisément cela qui dérange, le refus de la posture victimaire, le rejet de la radicalité verbale sans exposition personnelle. En arrivant au Togo, malgré les menaces proférées depuis l'exil, malgré les récits mystiques et les prophéties de mort, l'intellectuel met à nu une vérité dérangeante, la peur africaine est souvent fabriquée loin du continent, amplifiée par des écrans, nourrie par des fantasmes plus que par des faits. Cette séquence n'est pas anecdotique. Elle révèle une fracture profonde dans le combat idéologique africain contemporain, celle qui oppose le militantisme de terrain à l'activisme numérique, la critique incarnée à la dénonciation désincarnée. Lorsque Niamsi raconte n'avoir rencontré ni fétiche ni violence, mais des citoyens émus, y compris issus de l'opposition togolaise, il déconstruit un récit dominant, celui selon lequel toute présence dans un État critiqué équivaudrait à une trahison. Or, l'Afrique ne se libérera pas par l'isolement de ses consciences, mais par leur circulation. La leçon est essentielle pour le continent. Une Afrique qui veut renaître doit apprendre à distinguer la compromission du dialogue, la prudence stratégique de la lâcheté, le courage réel de la colère performative. La mention insiste, la transformation africaine exige une maturité politique nouvelle, capable de comprendre que l'on peut critiquer un régime sans refuser d'occuper l'espace public qu'il contrôle, dès lors que cette occupation sert la vérité et non l'intérêt personnel. En rappelant que des membres de l'opposition togolaise eux-mêmes l'ont encouragé à parler des prisonniers politiques, Niamsi renverse une autre illusion, celle selon laquelle la diaspora parlerait toujours plus juste que ceux qui vivent la réalité quotidienne. Loin de disqualifier l'exil, cette séquence invite à l'humilité. L'Afrique a besoin de toutes ces voix, mais elle a surtout besoin que ces voix se complètent au lieu de se disqualifier mutuellement. Cette première partie pose ainsi le socle de l'analyse, le combat panafricain ne se gagnera ni par la peur, ni par l'invective, ni par la posture morale absolue. Il se gagnera par une éthique du courage, une intelligence du contexte et une capacité à reconnaître les évolutions, même partielles, sans jamais renoncer à l'exigence de justice. La mention murmure alors, comme un appel, l'Afrique ne doit plus confondre radicalité et rigidité, ni lucidité et renoncement. Et déjà se dessine l'enjeu central du récit, que nous approfondirons, qu'est-ce qu'un intellectuel politique africain aujourd'hui? Un juge à distance ou un acteur exposé? Un distributeur de bons et de mauvais points ou un éclaireur qui avance, parfois seul, mais toujours responsable de ses pas? Au cœur des propos de Franklin Niamsi se déploie une définition exigeante, presque sévère, de l'intellectuel politique africain. Non pas un prophète de studio, mais un homme de terrain, non pas un distributeur de sentences, mais un observateur engagé, capable d'entrer dans l'arène sans se dissoudre dans ses règles. Lorsqu'il affirme que ses pas sont mûris, anticipés et assumés, il pose un principe fondamental, la pensée africaine ne peut plus être improvisée, émotionnelle, réactive. Elle doit être stratégique, consciente de ses effets, responsable de ses conséquences. La mention traverse alors le discours comme une sagesse collective, l'Afrique a trop souvent confondu la colère avec la clairvoyance. Or, la libération véritable exige autre chose qu'une indignation permanente. Elle exige une intelligence du rapport de force, une lecture fine des contextes nationaux, et surtout, le courage de reconnaître que les situations politiques africaines ne sont ni figées ni monolithiques. En acceptant de parler au Togo tout en rappelant son statut de critique redoutable du régime, Niamsi rappelle une vérité dérangeante, un pouvoir qui accepte la contradiction, même partiellement, ouvre une brèche qu'il faut occuper, non mépriser. Cette posture entre directement en résonance avec le terme central du récit d'Issa Diawara, la tension entre la radicalité révolutionnaire et l'exercice concret du pouvoir, entre le discours pur et la réalité imparfaite de l'État. L'histoire politique africaine regorge de mouvements nés dans la fraternité idéologique et brisés par l'incapacité à gérer cette tension. De Lumumba à Sankara, de Nkrumah aux expériences plus contemporaines, la question demeure, comment transformer la critique en gouvernance sans trahir l'idéal initial? Niamsi, sans le dire explicitement, propose une piste, la critique doit évoluer sans s'édulcorer.
Il parle d'une critique maîtrisée, déterminée, courageuse, mais capable de noter les évolutions, les changements, les progrès. Ce propos est essentiel. Il rompt avec une culture politique africaine souvent binaire, où l'on est soit totalement pour, soit définitivement contre. Or, cette rigidité est l'une des faiblesses structurelles du combat panafricain. Elle empêche l'apprentissage collectif, elle étouffe l'intelligence stratégique, elle transforme le militantisme en dogme. La leçon pour l'Afrique est claire et exigeante. Un continent qui aspire à la renaissance ne peut se permettre le luxe de l'aveuglement idéologique. La mention insiste, la lucidité est une forme supérieure de courage. Reconnaître un progrès n'est pas capituler, dialoguer n'est pas se soumettre, être présent n'est pas être complice. Ce sont ces confusions qui ont souvent paralysé les forces de transformation africaines, les condamnant à l'impuissance morale plutôt qu'à l'efficacité politique. En dénonçant ceux qui, depuis l'Allemagne, l'Angleterre ou d'autres terres d'exil, prétendent ordonner les déplacements et les paroles, Niamsi ne rejette pas la diaspora. Il la met face à une responsabilité historique. L'Afrique ne se reconstruira pas par la seule dénonciation à distance. Elle exige une articulation nouvelle entre ceux qui parlent depuis l'extérieur et ceux qui agissent à l'intérieur. L'exil ne doit pas devenir un refuge confortable pour la radicalité verbale, mais un levier stratégique au service des luttes réelles. La mention, encore, élève la réflexion, un combat idéologique qui refuse l'épreuve du réel finit par se transformer en spectacle. Et un spectacle, aussi bruyant soit-il, ne libère aucun peuple. Le panafricanisme du XXI siècle ne peut être une liturgie de slogans, il doit devenir une école de responsabilité, de cohérence et de courage incarné. Ainsi, cette partie révèle une fracture décisive, entre ceux qui assument la complexité et ceux qui la fuient. Entre ceux qui prennent des risques mesurés et ceux qui sanctuarisent leur pureté idéologique. L'Afrique doit choisir. Car aucun continent ne se relève avec des consciences immobiles.